Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Benoît Deschamps, je suis conseiller en transition écologique et référent écodo pour le Finistère. Euh, Mewen, je peux te laisser te Oui, eh présenter. bien oui, Merwen Michel, ingénieur sobriété, je suis formateur et consultant sur les risques environnementaux en entreprise et cofondateur de l'atelier Troéol qui cherche des solutions à toutes ces questions-là. Et Et donc avec Jean-François, nous, pardon. Jean-François. Ouais, Pardon, et vas-y. donc Jean-François Ménez, directeur de l'innovation et de la responsabilité sociétale et environnementale à Haut-du-Ponant, société publique locale. Très bien. Eh ben, Jean-François, je prends la parole une petite minute simplement pour présenter un peu le sommaire de ce webinaire et après je te donnerai la parole. Parce que donc au menu aujourd'hui, donc on va parler de la rupture d'alimentation. Donc c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Donc Jean-François, tu vas nous éclairer sur qu'est-ce qui peut provoquer ces ruptures d'alimentation, quelles sont les causes et aujourd'hui comment est-ce que cette alimentation-là en eau potable est sécurisée. Mewen nous parlera des conséquences du changement climatique sur l'approvisionnement en eau. Et donc je vous parlerai de la rupture d'approvisionnement, donc de la situation d'urgence qu'elle génère pour les entreprises, comment s'organiser et quelles solutions, on verra ensemble quelles solutions on peut trouver justement à cette situation d'urgence qu'est la rupture d'alimentation. Jean-François, donc, je te laisse la parole sur la rupture d'alimentation. Allons-y. Effectivement, les ruptures d'alimentation, c'est quelque chose en fait où sans doute qu'on n'en a pas suffisamment conscience que ça peut arriver, dans la mesure où les distributeurs d'eau, dont Duponant fait partie, mais pas que, font un travail au quotidien pour éviter que ça arrive. Et donc je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas été confrontés à une rupture d'alimentation en eau réelle sur votre territoire ou sur vos branchements. Et donc, pardon. Donc, du coup, l'idée, c'est de vous rappeler quelles sont les causes potentielles d'une rupture d'alimentation en eau sur un secteur de distribution. Première chose, c'est effectivement le fait qu'on puisse avoir une pollution de la ressource qui ferait que pendant un temps assez long, on ne serait plus en capacité de pouvoir produire de l'eau potable avec cette ressource. On a évidemment la problématique de la casse des conduites de transport ou de distribution, la casse de machines, parce qu'effectivement, les systèmes d'adduction en eau potable sont des systèmes industriels et vous en gérez, et vous êtes bien conscient que, on peut avoir, malgré une maintenance préventive vertueuse, on peut avoir des événements qui font qu'on a des casses imprévues qui peuvent, sur un service d'eau, générer, là encore, une rupture prolongée de la distribution. On peut évidemment avoir une sécheresse. Hein, c'est le pendant de la pollution, absence de ressources du fait d'une pollution ou absence de ressources parce qu'il n'y a plus d'eau. Et paradoxalement, on a aussi le risque lié à l'inondation des unités de production d'eau potable. Donc, quand il n'y a pas assez d'eau, on ne peut plus faire d'eau potable et on ne peut plus en distribuer. Quand il y en a trop, potentiellement, on peut se retrouver à devoir à ne plus pouvoir produire si l'usine de production est par exemple implantée en bord d'une rivière ou d'un fleuve. On peut aussi avoir des enjeux autour de la malveillance et des intrusions sur les unités de production ou sur les infrastructures de transport et de distribution. Nouveauté, alors nouveauté, pas si nouvelle que ça, mais les cyberattaques, parce qu'effectivement, nos systèmes sont aujourd'hui très automatisés et on est de plus en plus exposé à ces risques de prise en main de nos systèmes d'information par des intervenants malveillants. Et puis, dernier risque, c'est la rupture d'alimentation électrique. Mais ça, on est tous confrontés à ce sujet-là. Et comme vous le savez sans doute, Enedis, quand on leur demande des infos sur le risque de rupture d'alimentation électrique, leur réponse est de dire vous devez vous prémunir du risque d'alimentation, de rupture d'alimentation électrique. Et on y reviendra sans doute un petit peu plus tard parce qu'il y a sans doute un parallèle à faire avec l'eau.
Voilà, donc voilà les différentes causes qui peuvent générer une rupture d'alimentation en eau au niveau de vos robinets, vos compteurs. Et c'est pas que un inventaire qui sort de nulle part, en fait. Là, je vous ai pris quelques exemples bon, qui sont très finistériens. Certains qui nous concernent, côté haut du Ponant, bah, par exemple, une pollution de l'Elorn, qui est le fleuve qui alimente notre principale usine de production d'eau potable, avec bah, des arrêts de production prolongés, alors qui n'ont pas généré de rupture d'alimentation, mais quand même. Une pollution qui a fait beaucoup de bruit, c'est la pollution de l'Aulne, avec donc une pollution générée par un méthaniseur qui a impacté la ressource, qui alimente en eau et qui sécurise en eau tout le sud Finistère, avec 180 000 habitants qui ont été privés d'eau potable. Voilà, donc voilà une réalité de pollution. Des casses sur le réseau de distribution, bah, il y en a régulièrement qui peuvent générer des arrêts de distribution. L'exemple là, par exemple, des conduites de transport du syndicat mixte de l'Aulne qui alimente et sécurise le sud Finistère là encore. On peut enchaîner avec la vue suivante. Hop, Benoît, si tu peux enchaîner, merci. Bah, je vous parlais du risque inondation. Bah, je reviens sur notre usine de Pont-Arblède à Pouédane. Vous voyez sur la photo du télégramme, là, notre usine au bord de la rivière. Et effectivement, la crue de la rivière qui fait que potentiellement un certain nombre d'équipements, en particulier des motopompes, peuvent se retrouver immergés avec bah, du coup des risques de dysfonctionnement. Euh, on va parler également de risque de sécheresse. Le Nord Finistère est sécurisé par le barrage du Drennec qui est situé à Sizun. Alors là, c'est un exemple qui n'est pas lié à une sécheresse, mais en tout cas, le barrage est actuellement en cours de gros travaux de maintenance. Et donc, il est nécessaire de vider le barrage. Donc, il est en grande partie vide, le lac du Drennec. Et donc, on est dans une situation où s'il ne pleut pas de façon importante à partir de fin février 2025, eh ben, le Nord Finistère va être en situation un peu délicate si on se retrouvait face à un été sec également, parce qu'on ne serait plus en capacité de faire du soutien d'étiage dans la rivière et l'Orne, qui pourtant est en crue sur la photo de gauche, hein. Donc, vous voyez qu'on est vraiment confronté aux deux extrêmes, les crues et potentiellement des débits d'étiage sévères, sans soutien d'étiage potentiellement. On peut enchaîner. Autre sujet, pour vous donner des illustrations de situations réelles, hein, de comment, là, sur le système d'eau potable de Sorbier, où il y a eu une intrusion sur un réservoir d'eau potable. Donc un risque potentiellement de malveillance avec potentiellement pollution de l'eau stockée dans ce château d'eau, et donc bah, obligation de stopper la distribution pendant quelques heures pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de malveillance et de risque sanitaire pour les populations desservies. La cyberattaque, ben, des collègues ont été confrontés à la chose. Le SNDEA il y a quelques mois, a été impacté, et donc s'est retrouvé en difficulté pour assurer la quantité de service sur son territoire. Et puis je termine par vous rappeler, il y a maintenant un peu plus d'un an, la tempête Ciaran qui a privé un certain nombre de nos équipements d'alimentation électrique. Alors, la plupart d'entre eux sont équipés de groupes électrogènes parce qu'effectivement, il nous revient de nous prémunir du risque de rupture d'alimentation électrique, sauf que il faut pouvoir les alimenter en carburant et les déplacements sur le territoire étant difficiles pendant cette période-là, on s'est retrouvé dans des situations où certains groupes n'ont pas pu tourner malgré qu'ils étaient implantés sur les sites, et donc on s'est retrouvé un peu en difficulté également pour assurer la distribution. Voilà, donc voilà des exemples de causes qui peuvent aboutir à une rupture d'alimentation, même si effectivement les systèmes sont plutôt sécurisés. Donc c'est le point suivant où je vais vous développer du coup ce qu'on fait pour éviter que la rupture soit effective. Donc c'est bien notre travail que d'assurer le plus possible la sécurisation des systèmes pour garantir une alimentation la plus régulière possible. Alors comment on fait ça? Pour prémunir du risque de pollution de la ressource, on va faire du stockage d'eau brute pour avoir du temps de production disponible, enfin, de l'eau suffisamment de bonne qualité pour pouvoir continuer à produire malgré la pollution, par exemple, d'une rivière.
On va créer des interconnexions et des stockages pour justement pouvoir mobiliser d'autres ressources en eau en cas de pollution ou en cas de rupture de production sur certains secteurs. On va évidemment faire de la redondance de machines, de telle sorte que si une machine tombe en panne ou qu'on a une casse machine, sa jumelle prend le relais et ça n'a pas d'impact sur la production. On va intégrer le risque inondation dans la conception des usines. Quand on reconstruit une usine, on va investir dans le domaine de la cybersécurité, ce qui est assez nouveau pour les services d'eau et d'assainissement. Donc de sécuriser nos systèmes hein, qui sont télégérés en particulier. Donc chaque site de télégestion est une entrée potentielle dans nos systèmes d'information. Donc il y a un vrai travail qui est mené actuellement sur ce sujet-là. On va augmenter également la sûreté des sites, donc là pour éviter le risque d'intrusion, avec bien évidemment un certain nombre de dispositions que je vous ne dévoilerai pas pour maintenir le niveau de sécurité des installations, mais voilà, un certain nombre de dispositifs qui vont permettre de ralentir une éventuelle intrusion sur un site. Il y a évidemment du secours électrique, ça c'est assez classique. Et puis, quand on est confronté malgré tout ces dispositions-là à une rupture d'alimentation, on se retrouve potentiellement, pour éviter que les usagers soient totalement privés d'eau, à devoir distribuer de l'eau embouteillée, voire faire du citernage. Ce qu'on appelle le citernage, c'est remplir des châteaux d'eau par des camions citernes en allant chercher de l'eau potable ailleurs sur le territoire pour remplir les châteaux d'eau. On y reviendra parce que effectivement, c'est des choses qu'on a été amené à faire. Alors, le citernage, on l'a fait à l'été 2022 sur certains territoires. La distribution d'eau embouteillée aussi. Mais vous comprenez bien que la distribution d'eau embouteillée, c'est plutôt pour assurer l'adduction en eau potable des abonnés, enfin des usagers domestiques, on va dire. Évidemment qu'on ne va pas alimenter un industriel avec de l'eau embouteillée. Enfin, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors pour autant, tout ça, on le met en œuvre, mais on s'exerce à pouvoir gérer ce type de situation de crise au cas où elles arriveraient. Et donc, je vais pouvoir donner un exemple. Alors, je crois que d'ailleurs, il y a l'abonné concerné par l'exemple de gestion de crise d'exercice de gestion de crise que je vous présente juste après, doit être présent dans cette visioconférence. Donc, voilà les exemples que je vais pouvoir vous présenter. Donc, sur la gauche, quand je vous parle d'investissement de nouvelles unités de production sécurisées avec des réserves d'eau brute, c'est sur la gauche la nouvelle usine de Pont-Arblède que Haut-du-Ponant est en train de reconstruire pour le compte de Brest Métropole, donc à Plouéderne, un petit peu au-dessus de Landerneau. C'est l'image que vous avez vue tout à l'heure de cette usine au bord du fleuve qui potentiellement peut déborder. Dans cette nouvelle usine, toutes les dispositions que je vous ai présentées plus avant sont prises en compte. Les travaux ont commencé là le 9 septembre, c'est tout récent. C'est un investissement de 42 millions d'euros qui comprend la construction de bâches d'eau brute. C'est les deux triangles là, que vous voyez sur le haut de la photo. Montage. L'usine est évidemment totalement. Il y a 3 fils de production distincts qui permettent justement de tenir compte de besoins de maintenance préventive ou curative. Il y a une sécurisation électrique. Et puis la nouvelle usine, elle est construite sur le point haut de la parcelle, ce qui va nous permettre de nous protéger du risque de crue de la rivière avec tout un talutage qui va être créé pour contenir les éventuelles crues de la rivière. Sur la droite, vous avez toutes les infrastructures d'interconnexion qui existent dans le Nord Finistère. Donc là aussi, c'est assez historique. Depuis le milieu des années 90, il y a un gros effort qui a été mené par les différentes parties prenantes que sont Brest Métropole, le syndicat de bassin du Baléon, qui réunit les intercommunalités de Pays d'Iroise, de l'Est-de-Vin, Côte des Légendes et de Plabennec, Pays des Abers, ainsi que la communauté d'agglomération du Pays de Landerneau, donc d'Aulas, pardon. Donc vous voyez sur ce plan l'ensemble des infrastructures de production et de transport qui sont interconnectées, qui permettent de déplacer de l'eau sur tout ce territoire géographique, donc nord-finistérien, pour pallier à des défaillances de tel ou tel élément constitutif de ce système. Pour ce qui est de l'exercice de gestion de crise, ça vient juste après. On est amené à en faire. On en a fait un il n'y a pas si longtemps que ça avec AUB Santé à Brest. Donc, on est sur un centre de dialyse.
Et on a joué un exercice avec cet usager qui, pour nous, est sensible. On a essayé de voir s'il y avait une rupture d'alimentation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui garantir une alimentation suffisante en eau pour faire tourner son activité. Donc, on l'a fait. On a réussi en fait en remplissant un camion citerne, donc qualité alimentaire, à aller chercher de l'eau dans une usine de production d'eau potable qui était à proximité. Donc là, on partait de l'idée que la rupture était liée plutôt à une casse du réseau qui alimente cet établissement. Donc, on est allé chercher par camion de l'eau potable. On a raccordé ce camion sur le branchement de l'abonné. On s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour avoir suffisamment de pression, donc on a mis en place un surpresseur qu'on a raccordé au cul du camion et on a pu alimenter l'établissement pendant une après-midi sans qu'il y ait de perturbation sur son alimentation en eau potable. Je donne quelques éléments de contexte. On a démontré qu'on était capable, en mobilisant un certain nombre de partenaires, d'alimenter en 4 à 5 heures un usager sensible par 30 mètres cubes d'eau potable. C'est ça le volume qu'on a su mettre en œuvre rapidement. Or, la consommation moyenne journalière de Brest Métropole, c'est 35 000 mètres cubes par jour. Vous voyez l'écart considérable qu'il y a, c'est qu'effectivement, on n'est pas capable d'alimenter en eau par camion un territoire aussi important que celui de Brest Métropole. Brest Métropole a une capacité de production totale sur ses unités de production de 70 000 mètres cubes par jour, une capacité de stockage, donc des réservoirs d'eau potable, des châteaux d'eau qui sont répartis sur le territoire, qui permet de stocker 54 000 mètres cubes sur le territoire, à mettre en perspective avec la consommation moyenne de 35 000 mètres cubes et la capacité qu'on pourrait avoir à alimenter certains usagers par camion, donc avec simplement 30 mètres cubes mobilisables en un temps court. Donc ça donne une idée de ce qu'on est capable de faire et donc de l'importance de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si effectivement les différentes causes que j'ai évoquées préalablement ne peuvent pas être couvertes par les dispositions qu'on peut amener à mettre en œuvre. Et c'est tout l'intérêt de ce webinaire que de réfléchir ou de se sensibiliser à cet enjeu. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les modalités d'alimentation en eau de votre établissement s'inscrivent dans votre contrat d'alimentation en eau potable. Alors, vous n'avez pas forcément, ça c'est un truc qui est sans doute intéressant à faire, c'est de se poser la question de qu'est-ce que prévoit mon contrat? Le contrat, il est obligatoire. Ça s'appelle le règlement de service du service public de l'eau du territoire du territoire sur lequel votre activité est implantée. Ça vaut vraiment le coup d'aller regarder que prévoient les dispositions de votre contrat. Et sur les territoires où Duponant est exploitant, on a un règlement de service qui a été standardisé, parce qu'en fait, c'est bien le règlement de service de la collectivité dite autorité organisatrice du service public de l'eau potable sur son territoire. Donc, on a des dispositions qui sont prévues. Il y a évidemment des dispositions en termes de continuité de service, mais qui précisent bien que cette continuité de service est garantie sauf circonstances exceptionnelles, type accident, intervention obligatoire sur les réseaux, incendie, mesures de restriction imposées par la collectivité ou le préfet. Donc, dans votre contrat, il est bien stipulé que la continuité de service, oui, elle vous est due, mais sauf circonstances telles que décrites dans le règlement. Et ce qui est également prévu dans le règlement de service, c'est les interruptions de service. Donc, le distributeur d'eau est bien responsable du bon fonctionnement du service. Et donc, à ce titre, dans l'intérêt général, il peut être tenu de réparer ou de modifier des installations d'alimentation en eau qui génèrent une interruption de fourniture d'eau. Donc, il doit prendre toutes les mesures possibles pour informer les abonnés de ce risque de rupture d'alimentation. Quand c'est programmé, c'est à minimum 48 heures avant l'interruption. Quand c'est prévisible, parce qu'effectivement, quand l'événement n'est pas prévisible, là, ça se compte en quelques heures
en fonction de la cause de la rupture, enfin de la rupture d'alimentation. Ce qui est précisé également dans ce contrat-là, c'est que le distributeur ne peut pas être tenu responsable d'une perturbation de la fourniture d'eau due à un cas de force majeure. On y revient, accident, catastrophe naturelle, extinction d'un incendie. Et que si le distributeur n'exécute pas correctement ses missions, il peut y avoir des indemnisations faites au profit de l'usager qui se retrouve privé d'eau. Mais ce qui est prévu en termes d'indemnisation, c'est simplement la réduction de la part fixe de sa facture, donc de son abonnement, au prorata journalier de la durée de l'interruption. C'est-à-dire que si vous êtes un industriel qui avait un chiffre d'affaires de production journalière élevé, si vous le mettez en perspective avec ce que représente le fait qu'on vous rembourse tout ou partie de votre abonnement ramené à la journée de manque d'eau, c'est sans commune mesure avec votre perte d'exploitation. Mais en fait, vous êtes dans un cadre contractuel qui est celui du service public de l'alimentation en eau potable, qui est avant tout un service public qui a vocation à alimenter en eau potable des ménages. Et donc, ça vaut vraiment le coup de se rapprocher de son distributeur d'eau pour échanger sur ces modalités contractuelles et de voir ce qui peut être fait pour adapter le cadre contractuel à la réalité de votre activité. Voilà. Et ce que je vous rappelle également, c'est que en fait, le distributeur d'eau, il n'a pas réellement beaucoup de moyens d'action en cas de rupture. Alors, il doit réparer au plus vite, bien entendu. Il peut essayer de mettre en place des actions comme la distribution de l'eau embouteillée, des camions, comme je vous ai dit, mais avec les limites que je vous ai rappelées. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand il y a une rupture d'alimentation en eau, celui qui prend la main sur la situation, c'est le préfet qui convoque une cellule de crise à la préfecture du Finistère. Et c'est le préfet qui donne les consignes, qui donne les priorités en termes d'alimentation des secteurs. Et en fait, il faut avoir en tête que le pilotage d'un réseau de distribution, il est très limité. C'est-à-dire que concrètement, on peut produire de l'eau, on l'amène jusqu'à un réservoir. Le réseau de distribution qui est derrière, il est généralement gravitaire et on n'a pas la main sur les vannes d'ouverture et de fermeture des branchements. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, si on voulait privilégier l'alimentation d'un abonné par rapport à un autre, il faudrait aller manuellement fermer tous les branchements des autres abonnés, ce qui est évidemment humainement impossible. Donc, on est vraiment sur une approche où ça joue sur la citoyenneté, on va dire, la responsabilité des citoyens et des abonnés en l'occurrence. Quand on est dans ce genre de situation de crise, en fait, on n'a pas vraiment la main et on ne peut pas garantir d'amener de l'eau en quantité suffisante tant qu'il y a du stock vers tel ou tel usager. D'accord ? Sachant que là encore, je réinsiste, c'est bien le préfet qui décide les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour tel ou tel consommateur qui va être considéré par sensible au niveau préfectoral. Voilà, j'étais un peu long sans doute, je suis désolé. Merci Jean-François. Absolument, très bien. Et ben, du coup, je vais prendre la suite, parce que comme tu le disais Jean-François, une des causes de la rupture d'alimentation en eau, ce sont des conséquences du changement climatique. Ça peut être des conséquences du changement climatique, et ce sont des risques qu'on voit qui augmentent. Le changement climatique qui est sans équivoque dû aux humains. Ça, c'est les rapports de l'ONU maintenant qui le disent clairement. Et on en voit déjà les conséquences en Bretagne avec, c'est la première chose qu'on va voir peut-être, qu'on va observer, qu'on va ressentir, c'est la hausse de la température en Bretagne. Aujourd'hui, Quimper a à peu près le climat qu'avait Toulouse après la Deuxième Guerre. La côte nord de la Bretagne a à peu près le climat qu'avait la côte sud il y a une cinquantaine d'années. Et on s'attend, avant 2100, bien avant 2100, à avoir des températures méridionales en Bretagne, donc type Côte d'Azur, Portugal. Et voilà. Et donc,
ça peut être une bonne idée de s'y préparer. Hausse de la température, ça veut dire, on y reviendra plus tard, hausse de l'évapotranspiration. Donc il y a plus d'eau à s'évaporer aussi. Voilà, vous avez sur la droite les températures moyennes, l'augmentation des températures moyennes depuis à Brest et à Rennes. Quand on parle de température moyenne dans le cadre du changement climatique, il faut bien comprendre que c'est comme une fièvre permanente. C'est-à-dire que on parle de degrés, de dixièmes de degrés. C'est vraiment comme une fièvre. 1 degré de réchauffement, c'est ce qu'on a actuellement. C'est pas la grande forme, mais ça passe. 4 degrés de réchauffement, c'est pas juste un t-shirt en moins, c'est direction l'hôpital. Donc voilà, quand on parle de hausse des températures en Bretagne, c'est un peu l'ampleur des conséquences auxquelles on peut s'attendre. Et c'est ce qu'on est en train de préparer, à 4 degrés, c'est ce qu'on est en train de préparer avec notre mode de fonctionnement actuel. Avec cette hausse de la température, en fait en simultané, mais c'est pas forcément, c'est pas exactement lié, on a aussi une hausse des sécheresses, enfin plus spécifiquement une amplification du contraste pluviométrique. C'est-à-dire que on a des étés clairement plus chauds et plus secs. En tout cas, c'est ce qu'on commence à observer, et puis c'est ce qu'on voit très bien sur la projection là à droite. Et à l'inverse, on aura certainement des hivers qui sont plus humides. Donc voilà, un plus grand contraste entre la saison d'étiage, la saison d'été, et puis la saison de recharge en hiver. Sur la saison d'étiage, on s'attend à au moins 12% de baisse minimum à l'horizon moyen sur la ressource en Bretagne. Donc voilà, hausse du risque de sécheresse. Et on voit sur le graphe de droite des étés plus secs, au moins un été sec sur deux. Un été aussi sec que 2022 ou 1976 sur 2 étés d'ici 2100. Alors ça, combiné à d'autres choses, parce que j'ai pas parlé des inondations qui sont aussi plus fréquentes et plus intenses avec le changement climatique, et un effet combiné aux marées qu'on pourrait avoir là en Bretagne. Bref, tout ça se combine à notre désavantage. Une augmentation de l'évapotranspiration, de l'évaporation du sol et de la transpiration des plantes, ça fait moins d'eau sur le territoire. Si on a en plus peu de précipitations, parce qu'on a des étés plus secs, et qu'en plus on a zéro stock, parce qu'on a peu de nappes phréatiques et on n'a pas de grands lacs en Bretagne, eh ben, on peut avoir des problèmes, comme le disait Jean-François tout à l'heure, ou pareil, comme le disait Jean-François, si on a peu d'eau et beaucoup de pollution, beaucoup de polluants à diluer, ça pose problème aussi. Donc des incendies qui sont favorisés, des rendements agricoles qui peuvent baisser, des conditions difficiles pour l'élevage et notre sujet, la pénurie d'eau. Parce qu'après, j'avais un point sur la réglementation dont je voulais parler aussi. Non, mais c'est très bien, vas-y. Oui, donc je voulais justement continuer sur le risque de sécheresse, parce que bon, on a beaucoup parlé là de l'été 2022. Pour beaucoup, l'été 2022, ça a été une surprise, et notamment la surprise, ça a été le fameux arrêté sécheresse. Donc l'arrêté sécheresse qui s'appelle aujourd'hui l'arrêté portant sur la réglementation des usages de l'eau dans le Finistère, il fonctionne comme ça. En fait, la gestion de la ressource, elle est organisée en 7 zones d'alerte, qui est représentée par des secteurs hydrographiques homogènes. Donc là, vous allez retrouver sur la carte en bas à droite ces 7 zones d'alerte. Donc ça fonctionne comme ça pour le Finistère, ça fonctionne comme ça pour l'ensemble de la Bretagne. On fonctionne sous la forme de bassins versants. Et donc là, vous allez retrouver, par exemple, une zone d'alerte pour les Lornes, une zone d'alerte pour l'Aulne, une zone d'alerte pour le Baléon qui va être prise au niveau de la Bervrac, etc. Donc il y a des points de prélèvement, et sur ces points-là, donc on saura exactement à quel seuil d'alerte on est. Est-ce qu'on est sur un seuil type vigilance, un seuil type alerte, alerte renforcée et crise. En 2022, on avait même passé certains de ces seuils-là, on avait passé 2 seuils d'un coup, 3 seuils d'un coup. C'était allé assez vite. Donc ça correspond à une situation de pénurie d'eau avérée où tout usage non prioritaire de l'eau est suspendu. Donc on reviendra après à
qu'est-ce que c'est qu'un usage non prioritaire de l'eau. Mais voilà, si dans un secteur donné, le niveau de crise est atteint sur la station de référence du secteur, pendant 3 jours consécutifs, le secteur est déclaré en crise sécheresse par arrêté préfectoral. Alors, dans le pire des cas, qu'est-ce que ça donne? Alors, vous vous souvenez de 2022, à quoi ça ressemblait? Quelles sont les conséquences pour le secteur économique? Donc, on parle d'interdiction des nettoyages extérieurs, façades, voiries, interdiction des nettoyages de véhicules ou de bateaux. Hein, on a déjà fait un webinaire sur les stations de service. Souvenez-vous que les stations de lavage de voitures étaient fermées pendant plusieurs mois. Interdiction de l'arrosage des terrains de sport, des golfs, des espaces verts, des hippodromes, des espaces équestres ou des pelouses. Interdiction du remplissage ou de la vidange des piscines privées. Et puis pour les piscines ouvertes au public, ça dépendait d'une validation obligatoire de l'ARS. Pour les industries, pour les industries qui dépendent des ICPE. Donc vous vous en souvenez, hein, je pense tous très bien, mais je vous le rappelle, là on parlait d'une réduction des consommations de 25% hebdomadaire sur une moyenne interannuelle sur 5 années consécutives, et ça pouvait aller jusqu'à l'arrêt des prélèvements sur décision du préfet. On n'est pas allé jusque-là. Donc, 25% de réduction des consommations hebdomadaires. Ça veut dire qu'il fallait aussi, je vous le rappelle, faire un tableau hebdomadaire et chaque semaine bien suivre ses consommations d'eau et faire le ratio par rapport à cette moyenne sur 5 ans. Sauf si votre arrêté d'autorisation comporte des prescriptions spécifiques, donc à la réduction des consommations d'eau pendant les périodes d'étiage, sauf si l'industriel peut démontrer que les besoins en eau utilisés pour le procédé de fabrication ont été réduits au minimum. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des seuils pour votre profession de bonnes pratiques de réduction des consommations d'eau? Ça n'existe pas encore beaucoup, sauf si vous avez mis en œuvre un plan d'action de réduction des consommations basé sur un diagnostic de moins de 5 ans, avec un plan d'action validé par la police des ICPE. Et donc, on reparlera d'éco-d'eau après dans les solutions, mais effectivement, le diagnostic individuel d'éco-d'eau permettait de démontrer aux autorités que vous aviez mis en œuvre un plan d'action de réduction des consommations. Alors, maintenant, on va parler de la rupture d'alimentation, puisque, j'ai envie de dire, on tourne autour du sujet, mais maintenant, j'ai envie de dire, j'ai un peu envie de nous mettre dans le vif du sujet. Vous êtes une entreprise du tourisme, vous êtes une industrie, et là, demain, vous avez une rupture d'alimentation en eau. Donc, c'est une situation d'urgence, tout comme un incendie ou une fuite de gaz ou un accident grave. Et je voulais vous poser une question comme ça par sondage. Est-ce que vous pouvez me répondre là comme ça sur le chat? Est-ce que vous savez gérer une situation d'urgence? Aujourd'hui, est-ce que vous avez un plan d'urgence de formaliser ou est-ce que vous avez un plan d'urgence et est-ce que vous avez fait des entraînements? Est-ce que vous avez un plan d'urgence et même un plan de continuité d'activité pour pouvoir continuer à produire, pour pouvoir continuer à servir vos clients si vous êtes une entreprise de service ou une entreprise de production, même en étant arrêté? Et est-ce que vous avez l'ensemble de ces outils, plan d'urgence, plan de continuité d'activité, et en plus, ça intègre la rupture d'approvisionnement en eau? J'attends vos réponses sur le chat. Je vous laisse une petite minute pour voir les premières réponses. Très bien. On voit qu'il y en a qui ont des plans d'urgence et même des plans de continuité d'activité. Très bien. Merci pour vos réponses. Eh bien, voilà, des réponses différentes d'une entreprise à l'autre. Si simplement je pouvais vous donner un conseil sur comment bien organiser sa réponse face à l'urgence. Vous êtes une entreprise,
Euh, voilà, vous êtes une industrie, vous êtes 100, 200, 300 dans l'entreprise de production, vous avez une rupture d'approvisionnement en eau. Vous êtes une entreprise de métallurgie, ce sera peut-être pas la plus grosse des crises. Vous êtes une entreprise agroalimentaire, clairement, vous ne pouvez plus produire. Votre priorité, ça va être peut-être de laver l'usine et de finir proprement. Comment bien organiser, comment bien organiser sa réponse face à l'urgence? Jean-François, tu voulais poser une question? Ouais, non, c'est juste une petite remarque. C'est qu'au-delà du fait que vous avez plus d'eau pour produire, il faut aussi avoir en tête que potentiellement un arrêt qui se fait de façon brutale, vous avez un impact aussi sur l'arrêt de votre production de façon propre, entre guillemets, et de façon sécurisée. Et ça, on est, nous, confrontés à ça dans les échanges qu'on peut avoir en situation d'urgence avec nos abonnés industriels. C'est quand on leur dit, vous allez être privé d'eau, on dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas arrêter il me faut 6 ou 7 heures pour arrêter mon activité dans de bonnes conditions. Donc, il faut aussi avoir cette réflexion-là quand on réfléchit à cette problématique de rupture d'alimentation en eau. Voilà, c'est simplement ça que je voulais rajouter. Merci Jean-François. Euh, Peut-être si j'ai un conseil à donner sur l'organisation de la réponse face à l'urgence, c'est évidemment de mettre en place une cellule de crise. Donc ça, la cellule de crise, vous connaissez ou vous en avez déjà vécu. Mon conseil, ce serait même de créer deux cellules de crise bien distinctes, alors qui peuvent être éventuellement dans la même pièce, mais j'aurais même presque tendance à les mettre dans deux pièces différentes. C'est-à-dire une cellule de crise technique qui va aller arrêter les installations proprement, qui va éventuellement surveiller la salle des machines, qui va organiser la logistique de la fin de production, éventuellement de l'approvisionnement. Faire ça en sécurité. Et ça, souvent, on va penser à cet aspect-là technique en premier lieu, parce que aussi dans nos directions, on a beaucoup de personnes qui sont plutôt des personnes techniques, hein, que ça soit le directeur de l'usine, si jamais on parle toujours d'une industrie. On va avoir un responsable maintenance, un responsable technique, on va avoir un responsable QSE, un responsable qualité. euh, et en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a énormément de besoins en communication pendant une crise. Parce que, alors que il y a énormément de choses à faire justement pour arrêter la production proprement et évidemment penser à l'après, vous avez en même temps la préfecture qui va vous appeler, les services de l'eau, les journalistes, les clients qui sont inquiets, vous avez également vos salariés qui se posent la question bah, de oui, mais demain, du coup, est-ce que je travaille? Je travaille ou je travaille pas? Vous avez vos fournisseurs aussi qui vont vous appeler ou pas vous appeler, mais qui vont vous livrer demain et après-demain et la semaine prochaine. Et en fait, tous ces aspects-là, il faut absolument pas les oublier et c'est quelque chose à prendre en compte immédiatement dans le même temps en parallèle. Et alors évidemment pas par les mêmes personnes parce que c'est également énormément de travail. Donc c'est pour ça que mon conseil et mon point d'attention sur ce sujet-là, c'est définissez bien en amont qui fait quoi dans votre structure. Hein, donc imaginez un peu le scénario de crise et voilà, pensez que vous allez avoir toutes ces personnes-là à avertir et à rassurer. Parce que même si vous savez pas où est-ce que vous allez, vous savez pas pendant combien de jours vous allez plus avoir d'eau, si ça va être pendant 24 heures ou pendant une semaine complète, eh ben, vous allez devoir avoir un discours aussi positif. Parce que votre client, vous ne voulez pas qu'il aille voir votre concurrent. Également, quand vous allez parler aux journalistes, dans certains moments de crise, vous avez envie de vous dire, mais non, mais j'ai pas le temps pour recevoir un journaliste. Enfin, je veux dire, j'ai d'autres priorités. Sauf que si vous recevez pas le journaliste, il va aller voir vos voisins, les journalistes, ils vont aller voir vos salariés. Et le discours, ce qui va être donné comme information aux journalistes, ce sera peut-être pas le message que vous voudriez voir dans le journal sur votre entreprise. Donc, recevez les journalistes et donnez-leur un message que vous aurez peut-être préécrit auparavant. Voilà, c'est vraiment important. Ce que vous allez dire aux journalistes, c'est de toute façon le message que vous allez donner à votre client, puisque votre client et votre fournisseur vont aussi avoir ce message-là. Et, et aussi, quand vous allez bien définir qui fait quoi dans votre structure,
eh ben voilà, n'hésitez pas à vraiment lister les tâches, voire même à faire des fiches réflexes comme vous pouvez l'avoir sur, sur l'ensemble de vos fiches réflexes pour l'incendie ou pour les fuites de gaz. Alors, la question principale aussi, évidemment, sur la situation d'urgence, ça va être de vous poser la question, bah, en fait, mes usages de l'eau, quels sont-ils? Pour une entreprise tertiaire, l'eau, c'est utilisé que pour l'alimentation des toilettes, pour l'eau potable, pour le lavage des locaux, éventuellement. Là, votre priorité, ce sera vraiment de reporter ces consommations-là dans le temps, éventuellement de trouver des sources d'eau alternatives pour approvisionner les toilettes. Aussi, autre solution possible, vous mettez le personnel en télétravail si possible. La question à se poser, ce sera aussi bah, quelles sont les conséquences pour mes clients et mes fournisseurs sur ce problème d'activité. Également, j'en ai un petit peu parlé, vous êtes une industrie agroalimentaire. Là, ici, l'eau est essentielle pour l'ensemble des process, voire même en tant qu'ingrédient. Hein, vous faites voilà, des soupes, l'eau est un ingrédient. Et pour garantir la sécurité alimentaire par des nettoyages fréquents, quotidiens notamment. Ou même voilà, continu si vous avez une plonge ou un atelier de lavage. Là, la priorité, en fait, ça va être de fermer proprement vos ateliers, de les laver. Et là, votre objectif, ça va être de bien redémarrer. Alors là, les questions à se poser, elles sont nombreuses. Déjà, est-ce que vous avez assez d'eau pour laver? Est-ce que vous avez un stockage peut-être? Est-ce que vous avez besoin de froid, usine à l'arrêt? Là où je veux en venir, c'est est-ce que votre process de froid il nécessite de l'eau pour alimenter des tours aéro-réfrigérantes? Et dans ce cas-là, quelles conséquences sur toutes vos chambres froides? Si vous n'avez plus de process de froid, bah, ça veut dire que toutes vos chambres froides, elles vont être à l'arrêt. Donc là, on arrive encore à un stade supplémentaire dans les embêtements. Quelles conséquences aussi sur la chaîne de valeur? Ça veut dire que si vous, vous êtes arrêté, votre travail, imaginons, c'est de transformer du lait. Eh ben, vos fournisseurs, donc l'ensemble des fermes, qu'est-ce qu'ils font du lait? Le lait, est-ce qu'il peut être consommé? À qui est-ce qu'il va être donné? Par quelle logistique? Est-ce que le lait va être jeté? Vous faites du lait en poudre. Vos clients, ce sont des nourrissons. Est-ce que les nourrissons, est-ce que vous avez suffisamment de stock pour livrer vos clients? Combien de semaines de stock vous avez? À la limite, sur du lait en poudre, on peut peut-être imaginer que vous avez plusieurs semaines, plusieurs mois, mais si vous faites des produits frais, bah, les produits frais, j'imagine que vous avez une DLC qui va être assez courte. Peut-être une semaine, peut-être 2 semaines si vous êtes sur du sous-vide. Et dans ce cas-là, bah, est-ce que vous êtes capable, est-ce que votre client va avoir une rupture? Dans le secteur de la métallurgie, je parlais que de ces deux secteurs-là, les besoins sont plus faibles pour des utilisations dans les process ou sanitaires. Et là, la question à se poser, c'est bah, est-ce que sur ces usages-là qui sont de l'eau, qui n'est même pas forcément obligée d'être de l'eau potable, est-ce que je ne peux pas récupérer de l'eau pour pouvoir continuer à travailler uniquement avec de l'eau de récupération? De l'eau de pluie, des eaux grises éventuellement, ou de l'eau de réhute, s'il y a une boucle réhute à proximité. Vous êtes une entreprise du tourisme. Donc là, les besoins en eau, ils sont récurrents. Les piscines, les douches sont pas substituables par des eaux alternatives. Seules les toilettes peuvent être alimentées par les eaux de pluie ou les eaux grises. En cas d'urgence, bah, est-ce que l'idée, ce serait pas de proposer au logement bah, des eaux alternatives pour les sanitaires? Donc là aussi, la question à se poser, c'est quelles eaux sont récupérables et comment? Et donc là, j'en viens aux solutions un peu plus pratiques. Comment est-ce que je mets en place justement toutes ces préconisations-là? Donc, comme je vous disais, le principal, c'est déjà de savoir quelles eaux vous consommez. Donc, quels sont vos usages de l'eau dans votre structure? Et donc, je ne pourrais que vous conseiller évidemment le programme Ecodo. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a ouvert l'appel à candidature pour l'année 2025 pour Ecodo. Et donc, on propose aux entreprises, industries ou entreprises du tourisme, et ou autres d'ailleurs, un accompagnement, un diagnostic individuel pour connaître vos usages de consommation de l'eau, mais aussi trouver un potentiel d'économie d'eau avec des solutions concrètes et réfléchir également
à la possibilité de trouver des eaux alternatives pour vos consommations. Donc voilà, un appel à candidature est ouvert jusqu'au 17 janvier 2025. Voilà, n'hésitez pas à candidater. Vous trouverez l'appel à candidature sur les réseaux ou sur notre site internet sur Bretagne Compétitivité. Un peu de pub en passant. Euh, un point, et je laisse la main à Mewen sur d'autres solutions. Euh, Dans l'organisation, vraiment, c'est important d'intégrer la rupture d'approvisionnement d'eau à vos situations d'urgence possibles. Hein, vous savez déjà gérer les risques pour les incendies. Mettez en plus peut-être une fiche de réflexe ou une organisation pour la rupture d'approvisionnement d'eau sur les risques, les conséquences, la réponse à apporter. Si vous avez un POI, intégrez ce risque dans le POI. Faites des entraînements régulièrement comme vous le faites pour vos situations d'urgence, incendie, pollution, fuite de gaz ou autre. Et pensez également à la continuité d'activité dans votre entreprise. Comment redémarrer après un arrêt d'activité? Comment garder mes clients, mes fournisseurs, mes salariés? Le management de la continuité d'activité, ça permet de se poser ces questions et de répondre aux scénarios. Et c'est d'ailleurs une norme de management internationale. Si vous ne la connaissez pas, elle s'appelle l'ISO 22301. Ça permet de se poser un tas de questions qu'on se poserait jamais. Euh, voilà, si jamais vous pouvez plus produire, est-ce que ça vaudrait pas le coup de se rapprocher d'un confrère, voire même d'un concurrent, pour que ça soit ce concurrent qui produise à votre place? Si vous êtes une industrie du tourisme, est-ce que ce serait pas se rapprocher d'autres structures du tourisme local si jamais vous avez une rupture d'une journée, 2 journées, 3 journées d'eau? Donc voilà, ça permet de se poser des questions vraiment différentes de celles que vous vous posez habituellement. Mais ouais. J'ai oublié de le dire tout à l'heure en parlant de changement climatique. Une particularité de la rupture d'eau en cas de changement climatique, c'est que ça va toucher toutes les sources d'eau sur un territoire. Donc, parce que j'ai déjà eu des réponses d'industriels qui me disaient oui, mais moi c'est pas grave, j'ai de la redondance, j'ai à la fois l'eau du réseau et le forage, ou l'eau du réseau et la rivière. En cas de sécheresse sur un territoire, s'il n'y a plus d'eau dans le réseau, il y a rapidement plus d'eau dans le forage, ou inversement. Donc, ça c'est aussi intégré dans vos plans de considérer que toutes vos sources peuvent se tarir en même temps. Il y a eu le cas d'ailleurs en 2022 d'un gros industriel qui tournait uniquement sur le forage et qui, pendant la sécheresse, a vu son forage fortement baisser et est allé donc contacter la société donc d'approvisionnement d'eau en leur disant bon bah là il va falloir qu'on prenne sur le réseau voilà quelque chose comme c'était quand même très important, hein, c'était plus de 1000 mètres cubes. Je crois qu'on était sur 2000. Ouais, enfin, c'était quand même quelque chose de très important. Et en fait, la société d'approvisionnement en eau leur a répondu, non, c'est pas possible. C'est pas possible, vous ne pourrez pas prendre autant sur le réseau, nous, on ne sera pas en capacité de vous fournir. Donc, je te laisse la parole. Une solution possible, alors qui demande un petit peu d'anticipation, c'est de réutiliser à 100% l'eau. Ça, c'est l'exemple d'un projet qu'on a réalisé chez ETT, donc énergie transfert thermique sur la côte nord dans le Finistère, où la problématique, c'était de tester l'étanchéité de bacs en aluminium qui viennent de souder avec classiquement de l'eau du réseau qui est ensuite vidée par les caristes dans la cour de l'usine. Donc, de l'eau à usage unique, on utilise de l'eau potable alors qu'il n'y a pas nécessité, et puis à la sortie, c'est de l'eau claire encore, parce qu'elle est juste passée dans des bacs en alu. Et donc là, ce qu'on a mis en place, c'est un système de réutilisation à 100%. On pompe l'eau qui a été versée dans les bacs si l'étanchéité est correcte, et on la stocke dans une cuve tampon pour la réutiliser le lendemain. Donc ça fait, dans le cas général, ça permet une réduction d'un petit 10% de la consommation en eau de l'usine. Et dans le cas où ils ont une rupture d'approvisionnement en eau, pour ce test-là, en tout cas, il n'y a pas du tout de question à se poser. Le fonctionnement est garanti. En plus de ça, quand il y a besoin de faire un appoint en eau, on utilise l'eau de toiture, parce qu'il n'y a pas de critère de potabilité sur cette eau-là. Une autre solution qui peut servir en cas d'alerte sécheresse, c'est de rendre l'eau concrète, de
alors ça, qu'est-ce que j'entends par là? C'est peut-être un peu obscur. C'est de la rendre visible autant que possible. Alors là, c'était l'exemple d'un projet qu'on a réalisé dans l'auberge CBI à Molène, où le projet, c'était d'ouvrir une nouvelle auberge sans augmenter la consommation en eau de Lille, parce que c'est un vrai sujet à Molène. Enfin, c'est vraiment très tendu. Jean-François en parlera mieux que moi. Donc, pour mieux passer ces possibles alertes sécheresse ou rupture d'approvisionnement, comment développer une culture de l'utilisation parcimonieuse de l'eau? C'est en faisant porter l'eau par les visiteurs, en montrant la mesure. Voilà, ce qu'on consomme dans la journée, ça fait ce volume-là, visuellement dans l'espace, ou alors avec un compteur, d'organiser une tournée hebdomadaire de combien est-ce qu'on a consommé d'eau cette semaine, combien est-ce qu'il a plu, combien est-ce qu'on a gagné d'eau, et en la rendant visible autant que possible. Parce que voilà, on s'est aperçu, spécialement à Molène, mais en fait c'est le cas sur le continent aussi, que plus l'eau est invisible, moins plus le compteur est caché, et puis plus elle reste dans des tuyaux et on ne la voit pas, à aucun moment dans dans l'entreprise, et plus la consommation d'eau va être élevée. Voilà. Donc ça fait partie de la petite vingtaine d'actions qu'on a mis en place à l'auberge. Une solution évidemment qui paraît aussi évidente, c'est de mettre en place une réserve d'eau, donc une réserve d'eau chaude ou une réserve d'eau froide. Donc là, la question, c'est déjà de vous dire, est-ce que effectivement j'ai une réserve d'eau? Il y a pas mal d'entreprises agroalimentaires qui ont des réserves d'eau chaude parce que vous faites de la récupération de chaleur, notamment sur les groupes froids ou sur les compresseurs. Et donc, ça vous permet d'avoir cette eau chaude-là à disposition et en quantité suffisante, notamment pour faire le lavage de nuit. Et la question, c'est, voilà, est-ce que votre réserve, elle est suffisante? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Est-ce que vous pouvez faire notamment le lavage de l'usine en autonomie avec cette réserve-là? Et si c'est pas suffisant, la question, c'est est-ce que vous en avez pas besoin, quoi? Une réserve d'eau chaude ou une réserve d'eau froide en plus. Une autre solution, évidemment, j'en ai parlé, ce serait d'utiliser des eaux alternatives. Alors après, est-ce que vous avez le droit réglementairement d'utiliser des eaux alternatives, hein, eau de pluie, de forage, les eaux grises ou les eaux de piscine, hein? Alors aujourd'hui, il y a une réglementation, donc un arrêté et un décret du 12 juillet 2024 sur les eaux impropres à la consommation humaine, qui nous dit, donc là dans cette synthèse, que vous pouvez utiliser les eaux de pluie quand même pour tout un tas d'usages, notamment pour les toilettes, hein, ou éventuellement du lavage de linge avec déclaration. Et sous condition, vous pouvez aussi utiliser des eaux grises, hein, là aussi, encore, par exemple, pour les toilettes, si je pense notamment au tourisme. Euh, donc voilà, les eaux grises et les eaux de piscine. On a parlé voilà, de beaucoup de solutions. Pour aller plus loin, Mewen, tu nous proposes un atelier, c'est ça? Oui, c'est ça. Déjà, dans un premier lieu, avant de s'attaquer aux solutions, c'est bien de bien comprendre le problème. Donc ça, c'est ce qu'on propose la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine, en partenariat avec la CCI, avec Énergence et avec le CIMED via Béchal. C'est de bien comprendre à quel risque et quels enjeux est-ce qu'on a spécialement en Bretagne et spécialement liés au changement climatique. On a parlé là, de sécheresse, d'inondation un petit peu, on pourrait aussi parler des submersions. Voilà. C'est une question à laquelle on répond là par une fresque du climat, spécialement orientée entreprise et adaptation des organisations bretonnes aux aléas climatiques. Donc voilà, c'est un atelier qui est ludique, à la fois ludique et scientifique, hein, où par équipe, on remet ensemble les pièces du puzzle du climat. C'est quelque chose voilà, qui a pas mal d'organisations sur le territoire qui y ont participé ou qui l'ont organisé en interne, des banques comme le Crédit Agricole, comme Arkea,
de l'industrie comme Saveol, de l'agroalimentaire, Saveol, Serafel, Thales, etc. Voilà. Jeudi de la semaine prochaine. En parlant de Véchal, j'en profite aussi pour faire de la publicité pour cet atelier donc, qui est mené aussi par Bretagne Compétitivité, un atelier uniquement dédié à l'adaptation des entreprises. Donc, ils ont développé un atelier sur ce sujet-là, sur l'adaptation des entreprises au changement climatique. Donc, qui va se passer à Logona d'Aoulas, au domaine de Moulins-Mer, le mardi 3 décembre. Et pour terminer, Eh bien, on a déjà commencé à en parler. Il est 9h à l'usine, on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, c'est l'objet de cette mise en situation qui va se dérouler chez BioBleu de mi-décembre, donc le mardi 17 décembre au matin. Donc là, c'est le but, c'est vraiment que entre industriels, voilà, vous vous mettiez en situation, vous êtes la cellule de crise, et on prend une demi-journée pour voir comment est-ce que vous gérez l'urgence, et ensuite, comment est-ce que on aurait pu anticiper, mieux se préparer à cette situation d'urgence et voire réduire ses vulnérabilités autant que possible. Voilà. Donc une demi-journée à Ploudaniel, mi-décembre. C'est sur inscription tout ça. merci Mewen pour ce programme complet. Camille, est-ce qu'on peut ouvrir les micros, enfin où il y a peut-être déjà possibilité pour tout le monde d'ouvrir les micros et, et donc on va ouvrir donc les questions. Je vois déjà une main, Nathan Giron. Vous C'est aviez ça, une oui. question. Alors, j'ai pas une question, c'est plus une demande. Est-ce que vous pourriez mettre le lien pour s'inscrire au premier atelier, celui du 28 novembre, dans les commentaires? C'est ça, oui. Ouais, Si vous pourriez alors j'ai cliquer le pas lien la main dedans. sur les commentaires. Sinon, il est écrit là en bas de l'écran, mais c'est vrai, il n'est pas cliquable. Ah, Je vais essayer de il est le cliquable. recopier dans les Si, commentaires. il est cliquable. Si tu vas, si tu Moi, je peux pas. si tu vas sur l'écran de PowerPoint, peut-être. Hop, j'ai arrêté le partage de toute façon. Tu vas sur cet écran-là. Si tu mets ta souris à droite. D'autres. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent? Ou des commentaires ou peut-être des exemples de choses que, je sais pas, qui vous seraient arrivées, des exemples de choses que vous auriez mis en place. Il y a Maël Fisselier qui nous demande s'il y aurait de la visio sur ces ateliers. Non, aucun des 3 ateliers ne sera en visio. Pour le coup, c'est vraiment beaucoup mieux de les faire en présentiel. Ils sont tous dans le Nord Finistère, effectivement, ça fait un peu loin, mais vous pouvez me dire si ça vous intéresse pour des futurs créneaux plus proches de chez vous. Est-ce qu'il y aura un atelier spécifique pour les établissements recevant du public? Est-ce qu'il y a une différence, que ce soit pour les entreprises privées ou les entreprises recevant du public? Est-ce qu'il y a des spécificités aux ERP? Pas spécialement. Il faut l'anticiper avant. Le plus important, on le verra, c'est ce qu'on a dit, c'est le maître mot d'anticiper. Donc, à moins que le fait que ce soit établissement recevant du public, non, ça rajoute pas de spécificité particulière. Les établissements de santé, c'est une grande question, là, comme disait Jean-François tout à l'heure, mais sinon, non. Ouais, il peut y avoir une spécificité effectivement pour les établissements de santé. N'hésitez pas à, je sais pas, Camille, si on peut libérer peut-être les caméras et les micros, n'hésitez pas à Oui, ouvrir. vous m'entendez? Très bien. Et normalement, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah oui, ok, très bien. Oui, et bien là, il y a 2 mains levées. Il y a Jean-François Ménez et Maël Fisselier. On peut commencer par Jean-François Ménez. Normalement, les Ouais. micros, vous pouvez libérer Ouais. vous-même vos micros quand vous prenez la Tout parole. à fait.
Alors, peut-être juste une petite remarque sur les établissements recevant du public, c'est que sur les zones dites non conventionnelles, donc de l'eau potable, enfin de l'eau qui ne serait pas de l'eau potable, il y a plus de contraintes que sur d'autres secteurs, donc enfin sur d'autres secteurs d'activité. Donc ça, il faut l'intégrer, effectivement, c'est moins simple d'alimenter un établissement recevant du public qu'un autre type d'établissement en eau non conventionnelle pour pallier au risque de rupture d'alimentation en eau potable. Mais bon, voilà, petite remarque. Et deuxième remarque, enfin, on parlait d'anticipation. Vraiment, moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos distributeurs d'eau, hein, parce qu'évidemment, c'est d'abord de travailler et de profiter du dispositif Ecodo pour analyser ses usages de l'eau et les pistes d'économie qui peuvent être faites ou de solutions alternatives qui peuvent être mises en œuvre. Mais en tout cas, par rapport au risque de rupture, donc, c'est vraiment important d'avoir des échanges le plus en amont possible avec votre distributeur d'eau pour que il puisse, alors là je me positionne moi en distributeur sur une partie du Nord Finistère, mais qu'on puisse anticiper de mettre votre établissement potentiellement dans la liste des établissements sensibles et qu'on puisse voilà, le mieux possible vous accompagner en cas de problème, quoi. Donc vraiment, vraiment pas hésiter à contacter vos distributeurs. Merci. Et il y a Maëlle Fisselier qui avait levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez bien également? Oui. Très bien. Oui, donc bonjour Maëlle Fisselier du groupe Coperl. Je voulais revenir sur deux petites choses. À un moment, vous avez mentionné donc, les diagnostics Ecodo qui faisaient office de plan d'action. Je voulais juste revenir sur ce point-là parce que nous, des retours qu'on a eu de l'administration, c'est pas validé de leur part en tant que diagnostic qui permet d'établir un plan d'action. Ils évaluent ça comme un pré-diagnostic. Et ce n'est pas un document qui est recevable selon eux. Donc, je voulais juste savoir si vous aviez aussi cette information-là ou pas. Alors, je vois qu'il y a Marie-Chantal Malécou qui est connectée de la DREAL. Est-ce qu'elle peut ou elle veut répondre? Sinon, Oui, bonjour, hein. Bonjour à tous. Alors effectivement, la réglementation parle de diagnostic, mais l'objectif derrière, c'est bien de mettre en place les actions. Donc, ce à quoi on s'attachait, c'était de vérifier en 2022 que les plans d'action avaient été soit mis en place, soit étaient sur le point, en fait, étaient formalisés, étaient sur le point d'être mis en œuvre, quoi. Donc, pour nous, Ecodo, effectivement, c'est un outil, un premier outil qui permet de balayer et d'aller vers l'objectif recherché, mais ce n'est pas l'objectif en soi, quoi. Voilà. Oui. Merci. Et deuxième petit point que je voulais revenir, nous aussi, on travaille également sur le déploiement de plans de continuité d'activité liés à la ressource en eau. Et je voulais juste mentionner que pour notre part, en tout cas, il y a vraiment deux parties. La partie rupture, approvisionnement en eau potable, où on se retrouve sur un scénario vraiment immédiat, où on n'a que quelques heures pour réagir. Et la partie plutôt sécheresse, où on peut avoir une marge d'anticipation qui est quand même plus simple, où on peut voir venir la chose, entre guillemets, et où là, on va avoir justement plus un impact sur la production et des actions d'anticipation, où on va délester les activités qui ont moins d'impact pour l'entreprise. Voilà, c'était juste ça que je voulais mentionner. Pour moi, il y avait vraiment dans les plans de continuité d'activité deux phases, sécheresse et rupture d'eau potable. D'accord, donc ça veut dire qu'en phase sécheresse, peut-être que vous avez des productions, vous avez peut-être plus de stock, moins de risque de rupture, ou dans ce cas-là, est-ce que vous allez même jusqu'à la rupture de certains produits? Dans nos plans de continuité d'activité par rapport à la sécheresse, oui, on en arrive à évaluer quels sont les productions quand c'est un site qui en fait plusieurs. Il est préférable d'arrêter ou de diminuer pour atteindre les réductions envisagées. D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce que ça amène en conséquence du chômage partiel? Est-ce que, du coup, est-ce que ça va jusque-là potentiellement?
ça peut aller jusque-là. Et puis après, c'est aussi ce qui est compliqué à analyser, mettre en œuvre, c'est que nous, on peut faire ces plans de continuité d'activité à l'échelle d'un site. Mais il faut également envisager, par exemple, nous, on travaille sur du produit carnet, donc il y a parfois des carissages qu'on ne peut pas transformer ou des coproduits. Et là, forcément, si nous, on envoie ça en coproduit, ça entraîne une suractivité ailleurs, potentiellement sur le même territoire. Donc, on déporte malheureusement aussi la consommation d'eau qu'on va restreindre nous-mêmes. Et ça, on peut essayer de l'anticiper, mais des fois, quand nous, on travaille sur un PCA, les prestataires n'ont pas forcément cette même anticipation. Donc, c'est difficile. On peut avoir notre scope à l'échelle de notre site, mais pas forcément à l'échelle territoriale. Et donc aujourd'hui, le PCA, la Coperle, c'est un exercice que vous avez développé pour l'ensemble des sites. Pas sur l'ensemble des sites. On y travaille progressivement, mais c'est quelque chose qui est difficile quand même à mettre en place, où il faut sortir de la réflexion logique, on va dire, de l'optimisation de production. Donc, on les déploie, mais on priorise les sites qui ont le plus fort enjeu sur cette thématique. Ouais. Ouais, et puis en plus, c'est terrible comme exercice parce que dans un plan de continuité d'activité, on va chercher à imaginer tous les scénarios possibles, au-delà des classiques, incendie, gaz, pollution, mouvement de grève. Enfin, je veux dire, il y a eu énormément de scénarios travaillés quand les assurances ont beaucoup demandé des plans de continuité d'activité en 2020, ou même par exemple aux banques 10 ans plus tôt. Et on s'est retrouvé avec une pandémie mondiale que personne n'avait prévue. Là, je suis en train d'enregistrer avec les Ben pour rester à Plaisance. Par contre, il les prend les 3 mois d'avril. Tu veux bien me répondre par mail. Voilà. Donc ouais, c'était juste pour dire que ouais, c'était vraiment un exercice souvent compliqué hein, de faire un plan de continuité d'activité parce que de toute façon, c'est impossible d'avoir sur un même classeur l'ensemble des situations possibles. D'une phase sur l'autre, j'ai presque envie de dire que chaque situation d'urgence que vous vivrez, ce sera une surprise. D'autres questions peut-être? Jean-François? Non, pas d'autres questions ou commentaires? Eh bien, dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, que ça soit sur la rupture d'approvisionnement en eau, sur Ecodo ou sur les prochains ateliers qui sont organisés. N'hésitez pas également à consulter notre newsletter environnement qu'on envoie chaque mois pour avoir l'actualité des webinaires, l'actualité des ateliers que vous pourriez trouver à proximité de votre entreprise. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci également, au revoir.